Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de diffusion des résultats du projet GeoBAPA, géologie du bassin parisien, caractérisation et réutilisation hors site des terres excavées. Bonjour à tous. Là, nous allons vous partager notre présentation. Alors, aujourd'hui, nous serons trois. Moi-même, Dimitri Motet, responsable produit chez Sol Tracing. Bérénice Ranck, chef de projet traçabilité et fonds pédogéochimique chez Sol Tracing. Ainsi que Julien Toutain, responsable de domaine chez SE Environnement, qui nous présentera un cas d'usage concret sur l'application des résultats du projet GeoBAPA. Une petite note avant de commencer, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat qui est à droite de l'écran. On prendra le temps, on a 2 créneaux pendant la présentation, au milieu et à la fin, pour prendre vos questions et essayer d'y répondre dans le temps imparti. Donc, on a prévu 45 minutes et environ 15 minutes suivant le nombre de questions. Donc, je vais laisser Bérénice vous présenter le webinaire. Merci Dimitri. Bienvenue à tous. Là pour vous, à l'ordre du jour de ce webinaire, on va tout d'abord commencer par une introduction sur le contexte et les enjeux du projet. Ensuite, on passera sur une description de la démarche suivie pendant ces 4 années de travail et on vous présentera aussi les résultats finaux, donc les cartographies et les valeurs de fonds associées. Et enfin, on terminera sur une étude de cas pratique d'utilisation des référentiels GeoBAPA, donc grâce à la collaboration de Julien. Donc, nous allons commencer par présenter le contexte du projet qui part du constat majeur que presque 70% des déchets produits en France par an sont issus du secteur du bâtiment et des travaux publics, sachant que ces déchets sont principalement des déchets inertes. Et si on pousse l'analyse encore un peu plus loin, on se rend compte finalement que ces déchets inertes sont constitués pour près de 75% de leur volume de terre. Et on estime donc que finalement, presque 50% des déchets produits en France par an sont des terres pour un volume de 150 millions de tonnes. Et donc ces terres, une fois qu'elles sont excavées, qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors on estime encore une fois que pour un quart d'entre elles, elles vont être directement réemployées sur site, donc pour les besoins de construction du chantier. Et sinon les 75% restants sont évacués du site et elles peuvent alors être soit réutilisées sur un autre chantier, soit recyclées, soit utilisées en reblément de carrière ou soit stockées en installation de stockage de déchets inertes par exemple. Et donc, nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse le plus particulièrement, c'est la réutilisation de chantier à chantier, où là, donc, on a un transfert de terre d'un site producteur vers un site receveur, donc sachant que le projet GeoBAPA vise à augmenter ce pourcentage de terres réutilisées. Et donc ce constat est en accord avec l'argumentation qui est en nette évolution ces dernières années. Donc la réglementation incite à la valorisation des déchets, mais toutefois on peut se rendre compte que la réutilisation reste encore limitée à l'heure actuelle, parce que donc les terres excavées, donc à partir du moment où elles sortent de leur site, elles prennent le statut réglementaire de déchets et dépendent donc de la législation déchets, et ce qui impose donc au responsable du déchet, qui est le producteur, de lourdes obligations, donc notamment en termes de traçabilité. Et si il a tout de même la possibilité de valoriser ces terres en tant que déchets, mais dans ce cas-là, il faut qu'il apporte des preuves assez solides de l'innocuité et de l'utilité de la valorisation. Donc, on se rend compte que finalement, tous ces aspects sont un frein à la réutilisation. C'est en train d'évoluer. Donc, notamment depuis la parution en 2015 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a défini l'objectif de 70% de valorisation matière des déchets du BTP à l'horizon 2020. Donc là, on y est. Et donc là, ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc c'est un arrêté qui était encore en consultation publique à la fin de l'année 2020 et qui est actuellement en relecture auprès de la Commission européenne. Donc, il ne devrait pas tarder à sortir. Et donc cet arrêté vise à définir les critères permettant
la sortie du statut des déchets des terres excavées. Donc notamment par le respect de guides méthodologiques dont je vais vous parler juste après. Cet arrêté décrit aussi le contenu de l'attestation de conformité qui permet de justifier de la bonne conformité des terres pour une réutilisation, soit dans les projets d'aménagement ou soit en génie civil. Et sachant un autre aspect important de cette sortie du statut de déchets, c'est que à partir de ce moment-là, une contrepartie financière sera possible pour le site receveur. Donc ça va l'inciter à accepter une telle typologie de terre sur son site. Et donc si je reviens sur les guides méthodologiques dont je viens juste de vous parler, donc il s'agit des 2 guides de valorisation des terres excavées publiés par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le BRGM, donc d'abord en 2017, puis ils ont été mis à jour en 2020. Et donc, cette méthodologie est fondée sur le respect simultané de 3 conditions. Donc, le maintien de la qualité des sols du site receveur, la préservation de la ressource en eau et la compatibilité sanitaire des terres d'apport avec l'usage futur du site. Et donc là, il y a toute une méthodologie qui est décrite, donc on appelle ça aussi donc la démarche à 3 niveaux. Donc la démarche de niveau 1, c'est la démarche nationale, où là, cette démarche s'appuie sur l'émission de seuils libératoires nationaux, donc pour des substances organiques type hydrocarbures, solvants chlorés, des éléments traces métalliques ou ETM, ou certains composés organiques persistants tels que les HAP ou les PCB ou le dioxyfurane. Et donc, si tous ces seuils libératoires sont respectés, alors les terres peuvent être utilisées sur n'importe quelle partie du territoire français. En revanche, en cas de dépassement de l'un de ces seuils pour moins une substance, on passe sur une approche de niveau 2, qui est une approche donc locale urbaine, où donc cette fois-ci, il faut de nouveau respecter des seuils libératoires pour les substances organiques, mais pour les éléments traces métalliques et les composés organiques persistants, il faut comparer les teneurs des terres étudiées avec les valeurs de fonds pédolochimiques locaux. Et donc, ce qu'on appelle une valeur de fond pédolochimique, c'est toute teneur en une substance au-dessus de laquelle la teneur mesurée dans un sol est considérée comme une anomalie. On ne parle pas vraiment de pollution, on parle de fond pédolochimique. Et donc, de la même manière, une fois que l'un de ces seuils ou que les valeurs de fond pédolochimique sont dépassées pour moins une substance, on passe sur une approche de niveau 3. Cette fois-ci, qui est une approche spécifique, où là, une étude au cas par cas doit être effectuée avec notamment donc une caractérisation du site receveur, ce qui n'est pas indispensable pour les approches de niveau 1 et niveau 2. Et donc, le projet GeoBAPA s'inscrit entièrement dans la démarche de niveau 2, puisque ce projet vise à établir les valeurs de fonds pédogéochimiques à l'échelle des régions Île-de-France et Normandie, donc ce qu'on appelle aussi le bassin parisien, sachant que tout ce travail méthodologique a également été fait en parallèle de la rédaction du guide pour la détermination des valeurs de fonds dans les sols à l'échelle du territoire, donc publié par l'ADEME en novembre 2018. Et donc les principaux enjeux du projet GeoBAPA sont donc de sécuriser et de favoriser la réutilisation hors site des terres excavées, donc en garantissant le maintien de la qualité des sols. Et pour ce faire, le point fort, c'est de diffuser un référentiel public, donc totalement gratuit et opérationnel, et sachant que ce référentiel pourrait aider aussi à faciliter l'interprétation des diagnostics environnementaux. C'est vrai qu'actuellement, donc pour les éléments traces métalliques, on les compare beaucoup au seuil Aspittet. Là, on est vraiment sur des valeurs de fond correspondantes au plus près, vraiment correspondantes totalement au site étudié. Donc maintenant, nous allons passer à une description rapide du projet en lui-même. Donc GeoBAPA, c'est tout d'abord 5 partenaires, donc le BRGM, BG Ingénieur Conseil, Esiris Group, anciennement Altea Ingénierie, Géovariance et Soil Tracing. Donc ce projet est lauréat de l'AMI-CPIER Vallée de la Seine Transition écologique et valorisation économique en 2016 puis en 2017. Donc son coût total est de 1,1 million d'euros et il a été subventionné à plus de 60% donc par les services de l'État, l'ADEME et les régions Île-de-France et Normandie.
Donc tout ce travail a aussi été rendu possible par une étroite collaboration avec 5 grands maîtres d'ouvrage, donc la ville de Paris, la ville du Havre, le PF Normandie, le PF Île-de-France et la Société du Grand Paris, qui nous ont fourni beaucoup de données. On les remercie pour cela. Et donc ce projet a duré 5 ans. Donc là on en est à la phase finale de diffusion et de communication des résultats. Et donc je vais vous décrire un petit peu les 4 phases qui ont articulé ce projet. Donc les 2 premières phases visaient principalement à établir la méthodologie de travail pour le reste du projet. Donc la première chose qu'il a fallu faire, ça a été de découper le territoire en entités géographiques cohérentes, ou EGC. Donc ce qu'on appelle une EGC, c'est une zone au sein de laquelle les usages et l'identité géologique et pédologique des milieux sont similaires. Donc ce qui va permettre une extrapolation des données au sein de cette EGC. Et donc là, dans le cadre de GeoBAPA, le territoire francilien et normand a été divisé en 30 EGC. Donc selon 5 usages, donc les usages urbains ou périurbains, en rouge ou en rose, comme on le voit sur la carte. L'usage rural à dominante agricole, l'usage rural à dominante prairie, donc en vert mauve et en vert, et les usages forestiers. Et en plus de ces usages-là, on détermine aussi donc 8 géologies différentes, sachant que les géologies relatives représentatives du massif armoricain, donc le département de la Manche, a été écarté parce qu'on est vraiment sur une géologie différente de celle du bassin parisien. Ensuite, une fois ce découpage effectué, on a donc élaboré le programme d'échantillonnage et testé la méthodologie sur 3 EGC pilotes afin vraiment d'optimiser, d'avoir quelque chose de vraiment consolidé pour le déploiement à l'échelle du territoire entier. Donc pour la phase pilote, on a fait à peu près 60 sondages. Donc pour ce qui concerne donc cette phase 3, donc de déploiement à l'échelle du territoire, donc on a analysé donc l'ensemble des données existantes, donc sachant qu'on avait plus de 6000 échantillons fournis par les maîtres d'ouvrage partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a aussi récupéré des données de différentes bases de données, telles que BDSolu, donc qui est la base de données du BRGM et de l'ADEME. Et après cette première phase d'analyse des données, on a localisé tous les sondages et puis réalisé la campagne GeoBAPA, donc qui a duré au total 65 jours, donc en positionnant près de 200 sondages. Et pour chacun de ces sondages, on a effectué donc un échantillonnage de surface et entre 4 et 5 échantillons en profondeur par carottage. Donc, ce qui représente finalement un total d'environ 7500 échantillons collectés. Donc, une fois cette collecte effectuée, un premier traitement des données a été effectué. Donc, il s'agissait tout d'abord de supprimer de notre jeu tous les échantillons qui ont été prélevés à des profondeurs supérieures à 10 mètres, parce que ce sont des profondeurs qui ne sont pas représentatives des fonds pédogéochimiques. Donc, tous ces échantillons ont été écartés, qui proviennent des données des maîtres d'ouvrage. Ensuite, un deuxième, les données dont la teneur était finalement inférieure à la limite de quantification analytique ont également été traitées. Donc, pour la plupart d'entre elles ont été fixées à la limite de quantification. Et sachant que dès qu'on avait un pourcentage de données inférieur à la limite de quantification trop élevé pour une substance, alors on a fixé la valeur de fond pédogéochimique correspondante au niveau 1 des guides précédents. Et enfin, le dernier traitement de données qui a été effectué concerne donc la gestion des anomalies. Alors pour ça, il faut revenir vraiment à la méthodologie GeoBAPA. Donc là, on voit ici une boîte à moustaches statistique. Et donc le choix du rendu des valeurs de fond est fondé donc sur ces boîtes à moustaches qui visent à présenter une gamme de valeurs de fond fréquemment rencontrées entre la vibrise inférieure et la vibrise supérieure. Et donc, lors de la phase finale, il a été décidé de retenir la vibrise supérieure comme ligne de base pour l'établissement des valeurs de fond pédogéochimiques. Et en fait, on considère comme anomalie toute valeur plus élevée que la vibrise supérieure. Et donc, pour les données maîtrise d'ouvrage, ces données ont été systématiquement supprimées car elles sont synonymes de pollution et non de fond pédogéochimique. Alors que pour les données GeoBAPA, alors un retour à la donnée a été fait de manière systématique, où là, chaque donnée a été étudiée au cas par cas.
Donc, une fois ce premier traitement des données effectué, on est passé sur une phase d'analyse statistique de consolidation des données. Donc, par analyse en constante principale, par analyse de la variance, donc les analyses ANOVA, et éventuellement par des clusterings. Donc là, le but, c'était d'identifier les paramètres qui influençaient le plus les valeurs de fond pédogéochimiques. Et donc, suite à cette étape, il a été décidé de retenir un rendu uniquement ciblé sur la distinction entre l'origine des terres. Donc, est-ce que ces terres sont des remblais ou est-ce qu'elles proviennent de terrains naturels, puisque donc cette origine a une nette influence sur les valeurs de fond. Donc, en général, des remblais vont posséder des seuils donc beaucoup plus élevés, des valeurs de fond beaucoup plus élevées, beaucoup plus élevées. Et donc, d'un point de vue aussi opérationnel, c'était beaucoup plus applicable qu'un rendu, par exemple, par lithologie. Donc, une fois cette analyse effectuée, on a pu donc définir les valeurs de fond pédogéochimiques. Donc là, on a retenu donc plus de 36 jeux de valeurs différents, donc entre le fait qu'on considère 30 EGC et une distinction entre remblais et naturel. Donc dans un objectif un peu de simplification du rendu de ces valeurs, on a effectué une dernière étape de fusion, donc par ACP ou classification hiérarchique ascendante, dans le but en fait finalement de rassembler certaines EGC qui sont finalement très similaires et de simplifier leur utilisation. Là, je vous montre ici un exemple de fusion donc des EGC rurales et forestières qui ont toutes des valeurs très faibles de fond pédogéochimique. Donc, on est en général très très proche du niveau 1, donc qui est le niveau de libératoire au niveau national. Et donc là, en effectuant le travail de fusion, on parvient finalement à réduire le nombre de jeux de données, donc de 14 jeux de valeurs différents à un seul jeu unique qui correspond donc au niveau 1. Et donc tout ça, sachant que ce niveau 1 représente 85% du territoire francilien et normand, et ce qui fait donc que les 15% restants du territoire possèdent des seuils de réutilisation donc plus élevés que les seuils libératoires nationaux. Et donc, ce sont principalement les zones urbaines et périurbaines et les vallées qui sont les zones à fort enjeu en termes de gestion des terres excavées. Donc, vraiment, ces 15% du territoire représentent la part du territoire à plus fort potentiel de réutilisation. Voilà, maintenant, j'en viens à la présentation des référentiels GeoBAPA. Donc, ce qu'on appelle référentiel GeoBAPA, ce sont les valeurs de fond géochimiques finales et les cartographies associées. Donc, les valeurs de fond, les voilà. Donc, comme je vous le disais, on est sur 15 jeux de valeurs différents qui correspondent à 15 zones. Et en fait, ces jeux de valeurs sont à utiliser soit en terrain naturel ou soit en terrain remblayé. Donc, c'est pour ça qu'on distingue deux cartes différentes. Donc, tout d'abord, il y a cette carte remblée, où là qui n'est utilisé que lorsque la présence de remblais anthropiques a été démontrée sur le site receveur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ce sont des zones avec des seuils plus élevés, donc le but est vraiment de garantir le maintien de la qualité des sols. Et donc pour apporter la preuve de ces remblais anthropiques, il faut effectuer donc des sondages sur les zones de réutilisation du site receveur, sondages qui sont en général effectués dans le cadre des études géotechniques pour les projets d'aménagement par exemple. Dans tous les autres cas, donc c'est plutôt cette deuxième carte qui va être utilisée, donc qui est la carte terrain naturel ou unique. Donc, à utiliser. Donc, si la présence de remblais anthropiques sur le site n'est pas connue, donc s'il n'y a eu aucune caractérisation sur ce site, on utilise par défaut cette carte-là. Elle est utilisée bien sûr aussi en absence de remblais anthropiques sur le site receveur. Et elle est aussi utilisée donc dans les zones sans distinction remblais veste naturel, où là on s'est rendu compte que finalement la présence de remblais n'avait pas d'influence sur les valeurs de fond pédogéochimiques. Et donc là, 6 zones sont distinguées d'un point de vue naturel, alors qu'on avait 10 zones distinguées pour la carte remblée. Voilà, donc le point important, c'est que voilà, selon pour une même zone géographique peut correspondre finalement à 2 jeux de valeurs de fond pédogéochimiques différents, un jeu naturel et un jeu remblé, comme on peut voir sur cet exemple ici sur le nord au nord de Paris, où les fonds remblayés les fonds naturels correspondent à la zone 10, alors que les fonds remblayés à droite correspondent à la zone 11.
Donc voilà, là on est donc sur une première phase de questions. Oui, on a une question classique. Hein. Le support de la présentation, sera-t-il disponible? Donc la vidéo déjà, oui. Oui, ah oui, donc c'est ça, c'est que donc là le replay sera mis à disposition donc certainement donc dans 48 heures. Et effectivement, on peut aussi vous envoyer le support si vous le demandez, ça y a aucun souci. On regarde les questions, il y en a pas d'autres pour l'instant. D'accord. Enfin, après, sachant que là, on va passer sur l'étude de cas, et puis encore une fois, on prévoit une autre phase de questions donc à la fin du développement de l'étude de cas. Dans ce cas-là, on peut enchaîner. Une question sur le fond géochimique, qu'est-ce qui veut dire une terre polluée? Est-ce qu'il veut dire une terre polluée? Ouais. Non, mais justement, les fonds géochimiques, ce n'est pas synonyme de pollution. En fait, c'est vraiment le niveau le niveau diffus de pollution. Donc après, c'est là où il y a une forte distinction à faire entre les zones naturelles et les zones naturelles ou agricoles et les zones urbaines, où là, en gros, on voit qu'en zone urbaine, on a un apport diffus donc d'éléments traces métalliques en particulier liés aux activités humaines. Et donc, ce qui fait que finalement, on distingue donc le fonds pédogéochimique naturel du fonds pédogéochimique urbain qui a des valeurs plus élevées. Mais on parle pas de pollution dans tous les cas. C'est un peu la différence qu'il y a à faire effectivement avec la méthodologie de gestion des cités sols pollués. On a pas mal d'autres questions qui sont arrivées. On va se laisser un instant pour regarder. Oui. Alors, je reprends. Comme vous dites, alors sol de surface. Alors oui, donc les sols de surface, c'est effectivement les 30 premiers centimètres en zone naturelle et les 5 premiers centimètres dans zone urbaine. Dimitri est mon modérateur. Hop, alors. Donc, sachant qu'après, de toute façon, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais par contre, un retour va être effectué ensuite de ce webinaire. Alors, on va faire un petit point. Comment a été 8000 échantillons, dont 6000 provenant des maîtrises d'ouvrage. Oui, c'est ça. Donc, c'est 6000 échantillons provenant des maîtrises d'ouvrage. Et après, on avait 1000 échantillons qu'on a prélevés dans le cadre de notre campagne GeoBAPA et à peu près 500 échantillons récupérés des bases de données. Donc, bonjour, pour un site donné, comment choisir le référentiel à utiliser? Là, justement, ça va être tout le cas tout le but de l'étude de cas qu'on va vous présenter, qui va un peu vous montrer comment on se sert de ces référentiels. Là, je pense. Alors, avez-vous des fortes différences entre la BD Solu et vos valeurs de fonds géochimiques, et comment expliquez-vous que l'usage urbain n'ait pas été discriminant dans votre analyse? Non, il n'y a pas de forte différence entre BD Solu et les valeurs de fonds géochimiques, sachant que voilà, donc pour les bases les données issues de BD Solu, on a fait le même traitement, c'est qu'on a supprimé donc les échantillons de valeurs de profondeur supérieure à 10 mètres. Et on a fait un retour à la donnée systématique pour les valeurs qui nous semblaient anomaliques, à voir s'il fallait les conserver ou les supprimer. Est-ce que votre travail veut dire qu'on ne peut utiliser les terres excavées que lorsque le sol du site receveur a déjà été perturbé? Non, pas forcément. Non, justement, c'est bien pour ça qu'il y a les cartes, donc les cartes naturelles et les cartes remblées. En fait, c'est juste que si le site receveur n'a pas été perturbé, alors il faut se baser sur les 10 zones naturelles, alors que si le site receveur a été perturbé, il faut se baser sur les zones et les seuils de la carte remblée, avec les zones, où là, ce qu'on appelle perturbé, là ici, c'est la présence de remblais entrepris principalement. Est-ce que le passé historique de la localisation des sondages a été pris en compte? Passif industriel, par exemple. Oui, totalement. Donc, sachant qu'il y a d'abord donc une localisation donc aléatoire des sondages, et une fois cette première localisation effectuée,
On a repositionné les points. Donc justement, si finalement ces points tombaient sur une zone polluée, par exemple, ils ont été déplacés. Parce que là, le but, c'est vraiment pas de prélever la pollution, c'est de prélever les fonds juste naturels ou anthropiques. Et donc oui, il y a toute une méthodologie de repositionnement de ces sondages, effectivement, en fonction aussi notamment de l'accessibilité des sites, des autorisations qu'on avait. Je pense qu'on a encore une question, et je pense qu'après on va passer à la suite. Alors, est-ce que la base de données initiale va être actualisée avec d'autres sondages et analyses arrivant au fur et à mesure des chantiers des sujets traités? Oui, totalement. Donc, sachant que toutes les données GeoBAPA vont être intégrées dans la base de données BDSolu, et qu'une mise à jour régulière, donc une mise à jour régulière au bout de quelques années est prévue. Donc, sachant que le but c'est vraiment d'alimenter BDSolu au fur et à mesure des données, donc que ce soit par GeoBAPA ou par d'autres utilisateurs. Et donc il y a tout un outil statistique prévu derrière BDSolu qui sera capable de remettre à jour toutes ces valeurs-là. Voilà. Moi, je suis désolée, donc je répondrai un peu plus à vos questions. Donc plus tard, je pourrais vous donner des réponses aussi individuelles. Là, je pense qu'on va passer à l'étude de cas. Donc je vais laisser la parole à Julien. Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. J'ai pas eu l'occasion tout à l'heure de me présenter, mais donc oui, Julien Toutain, responsable de domaine cité sol pollué chez SE, et en effet spécialiste, on va dire, des questions relatives aux gestions de déblais. Donc SE a été sollicité par Soil Tracing pour proposer un site et illustrer l'utilité du référentiel GeoBAPA. Donc le site qui a été retenu correspond à une ancienne friche industrielle localisée dans le Val-de-Marne, dont l'activité était représentée principalement par des activités de stockage semi-sauvage, on dira, avec en partie nord une activité de stockage de bois et en partie sud davantage de stockage de matériaux de type véhicules automobiles ou débris du BTP. Bernie, je vais te laisser défiler là. Voilà, donc dans le cadre du projet d'aménagement pour notre client, sa volonté était d'organiser l'activité un petit peu de stockage et de gestion de matériaux qu'il est réalisé sur le site, et donc de revêtir l'ensemble de la parcelle, donc qui représente environ 11 000 mètres carrés comme je l'ai dit, de la revêtir et d'y implanter un bâtiment pour le stockage des matériaux secs. Un bâtiment qui représentait environ 1000 mètres carrés. Au final, le projet d'aménagement générait initialement 3500 mètres cubes de déblais à évacuer, et donc s'est posé la question du devenir de ces matériaux, puisqu'en première approche, en tout cas, était plutôt envisagé des solutions d'évacuation. Pour caractériser les terrains présents au droit de ceci, donc on a réalisé 16 sondages jusqu'à 2 mètres de profondeur qui ont mis en évidence deux typologies de terrain. Une typologie de terrain plutôt naturelle en partie nord du site, avec caractérisée par des limons sableux à ocre, et sur la partie sud, davantage des remblais hétérogènes, graveleux, présentant des morceaux de briques et autres produits du BTP, probablement en lien avec l'activité qui était exercée sur la partie sud. Les impacts identifiés au droit de ces deux parties étaient également relativement bien répartis, divisés. On a vu une partie nord qui présentait un léger impact en HAP, et une partie sud qui présentait des remblais de qualité dégradée, avec principalement des impacts métalliques et également un traceur en HAP. Donc dans le cadre de la demande de notre client, s'est posé la question principale était la question de la gestion de matériaux. Donc on a confronté ces résultats aux valeurs usuellement utilisées dans le cadre de la gestion d'un site et sol pollué, à savoir l'arrêté en première approche, l'arrêté ISDI du 12/12/2014, pour confronter les résultats et voir leur inertie par rapport à ces seuils. On s'est alors aperçu que les valeurs discriminantes étaient principalement caractérisées sur brut par le COT, des BTEX et des hydrocarbures et dérivés, et sur la partie des ELUA, plutôt des éléments métalliques traces,
mais également des phases ioniques avec du chlorure, du fluorure, du sulfate et aussi des traceurs en phénol et COT. Si vous regardez la répartition des résultats, on s'aperçoit qu'en effet, en partie nord, on a bien cette partie qui caractérise les terrains naturels et au droit duquel on a des résultats qui étaient conformes à une évacuation en ISDI. Et par contre, une partie sud, un peu plus dégradée, où en effet, les matériaux, hormis un traceur commun en COT, présentaient une hétérogénéité des résultats qui ne permettait pas une évacuation de base en ISDI. Et donc, on est arrivé le constat final avec une proportion de matériaux d'environ 50% évacuables en ISDND, une proportion de 45% évacuables en ISDI et une petite proportion d'environ 6% évacuables en ISDI+, engendrant un coût d'évacuation d'environ 134 000 € qui a semblé optimisable, voilà, et pour lequel la solution GeoBAPA propose une alternative. Très bien, merci Julien. Donc là, je vais reprendre la partie donc pour présenter le deuxième scénario justement avec réutilisation. Donc là, sachant qu'un point important qui est à souligner ici, c'est que des analyses complémentaires aux analyses ISDI classiquement effectuées sont à effectuer. Donc là, il s'agit majoritairement donc des 8 éléments de traces métalliques à minimum, voire les 12, des hydrocarbures volatiles C5, C10 ou 4 des solvants chlorés, donc les plus habituels, le perchloroéthylène, le trichloroéthylène, le 6-dichloroéthylène et le chlorure de vinyle. Et sachant que par contre, d'autres analyses ne sont pas regardées en réutilisation, donc le COT sur goutte et sur LUA, ainsi que la fraction soluble ou l'indice phénol. Mais nous, c'est qu'on recommande quand même de faire l'ensemble des analyses pour pouvoir identifier de manière très complète, donc à la fois les possibilités d'évacuation en ISDI et les possibilités de réutilisation. Et donc, comment on fait pour identifier les zones de réutilisation possibles? Donc là, je vous montre l'exemple donc des ISDI. Finalement, c'est la même principe que pour la comparaison avec les seuils ISDI, sauf que cette fois-ci, on les compare avec les seuils de libératoires, donc soit nationaux de niveau 1, ou soit les seuils de valeur de fonds chimique des zones GeoBAPA. Donc là, si on peut prendre par exemple l'exemple ici de la maille S2, on peut voir que toutes les valeurs donc en éléments traces métalliques, en composés organiques persistants et en substances organiques sont toutes donc inférieures au niveau 1, donc qui est vraiment le niveau le seuil libératoire à l'échelle nationale. Et donc cette maille S2 est valorisable sur la totalité du territoire. C'est pas le cas des autres mailles. Donc notamment si on regarde S1, on a un dépassement ici en échappé donc à 14 mg par kilo, alors que le seuil libératoire national est de 10 mg par kilo. Donc finalement, ces seuils-là ne vont être utilisables qu'au niveau 2, donc au niveau de GeoBAPA, sur les zones en particulier, donc 7 et 11. Le même principe donc pour exemple la maille 5, la maille 3 par exemple, elle ne peut pas être réutilisée, vous savez, parce que là cette fois-ci on a une teneur en HAP qui dépasse les 20 mg par kilo, qui est la valeur maximum en HAP pour pouvoir réutiliser les terres. Donc cette maille-là, dans tous les cas, doit être évacuée en ISDI. Et alors qu'une autre spécificité aussi apportée par les guides, c'est donc par exemple pour la maille 16, où là donc on a des teneurs en éléments traces métalliques qui sont compatibles avec les zones 11 et 14 de GeoBAPA, mais on a un dépassement du niveau 1 au niveau des hydrocarbures C10 et 40. Donc là, on a 80 mg par kilo, alors que le niveau 1 il est à 50 mg par kilo. Et donc, dans ce cas-là, les terres restent réutilisables, mais avec une restriction d'usage. Donc c'est ce qu'on appelle la restriction d'usage VSB. Ça, je vais en reparler tout à l'heure, où là, cette fois-ci, on ne va pas pouvoir réutiliser ces terres sous bâtiment. Donc là, si on peut voir donc l'exemple pour chacune des mailles, on peut identifier donc les zones de réutilisation potentielle de ces terres. Donc là, c'est la localisation des sites receveurs potentiels. Donc là, pour la maille S1, on est sur les zones 7 et 11, où là, donc les sites receveurs doivent effectivement donc comporter des remblais anthropiques pour que le transfert de terre puisse avoir lieu. Et là, tous les usages compatibles suivants sont possibles. Donc usage sous bâtiment, sans sous-sol ou avec sous-sol ou en contre-voile. Donc pour les logements collectifs, les bureaux, les industries ou les commerces. Ces terres peuvent aussi être réutilisées en espace vert
sous couverture par 30 cm de terre végétale après tassement ou en aménagement routier revêtu. Donc là, je me suis uniquement concentrée sur le 94, qui est vraiment les alentours du site. Donc la maille S4 peut, elle, donc, être valorisée donc dans les zones GeoBAPA 5 et 10, donc qui cette fois-ci correspondent à des zones naturelles. Donc là, le site receveur n'est pas remanié et peut être utilisé, enfin, et peut servir de site receveur tel quel, sachant que pour cette maille 4, on a aussi possibilité de les transférer sur des sites avec présence de remblai tropique pour les zones 6, 11, 12, 13 et 14, comme on les voit là. Même chose pour la maille 5, où là c'est une pour la zone 7 qui est possible. Et pour la maille 16, donc là je vous en ai parlé tout à l'heure, on est sur une réutilisation en zone 11 et 14 au niveau de GeoBAPA, avec une restriction d'usage, où là cette fois-ci des usages uniquement en espace vert ou en aménagement routier revêtu pourront être considérés. Donc là c'était ce qui concernait donc les mailles ISDI. Après, si on fait le même travail sur les mailles ISDI+, et les mailles ISDND, donc en dehors des forts impacts en HAP, donc les impacts supérieurs à 50 mg par kilo, donc là, on peut voir que dans tous les cas, donc une nouvelle fois, les mailles S13 et S10 ne peuvent pas être utilisées parce qu'elles ont des teneurs en HAP supérieures à 20 mg par kilo. Dans le cas de la maille S11, là, cette fois-ci, on a des dépassements trop importants. Donc en cuivre notamment, en cuivre, plomb et zinc. Donc là, c'est vraiment synonyme d'une qualité de remblai trop dégradée, donc avec des valeurs supérieures au fond géochimique, peu importe la zone GeoBAPA considérée. Et donc cette maille-là ne peut pas être utilisée non plus. Par contre, toutes les autres peuvent l'être. Donc en prenant en appliquant toujours cette restriction d'usage VSB à cause de valeurs supérieures à 50 mg par kilo en hydrocarbures C10, C40, sachant qu'une spécificité aussi donc pour les mailles S13 bis et S14, c'est que il va falloir effectuer donc une étude hydrologique supplémentaire sur le site receveur, donc qui peut être fait notamment à l'aide de l'outil Hydrotex développé par le BRGM, sachant que c'est sur ces mailles-là où on avait des dépassements en antimoine surélevé. Donc là, il faut vérifier qu'on conserve la qualité de la ressource en eau sur le site receveur. Donc après, ces dépassements ne sont pas très forts, donc je pense qu'il peut y avoir beaucoup de sites compatibles. Donc là, voilà le même travail. Donc encore une fois, identification des zones potentielles aux alentours du site selon les mailles. Donc 11 et 14 pour la maille 12, 11 pour la maille 13 bis, 14 pour la maille 8 et 7, 8 et 14 pour la maille S14 avec encore une fois restriction d'usage. On ne peut pas les réutiliser sous bâtiment. Et donc finalement, on a un plan de maillage un plan d'excavation qui diffère. Donc là, si on prend l'hypothèse que les études Hydrotex sont non concluantes, donc c'est-à-dire que si on n'arrive pas à identifier un site receveur avec une compatibilité hydrologique, ou si les études Hydrotex ne sont pas effectuées, alors on aboutit tout de même à une réutilisation de plus de 50% des terres. Donc 1830 mètres cubes. Donc sachant que ce qu'on appelle, ce 1830 mètres cubes là prend en compte donc les réutilisations selon le niveau 1 ou le niveau 2 avec ou sans restriction d'usage. Donc là on parle des mailles qui sont en vert sur le plan. Et donc là, on a cette réutilisation de 1830 mètres cubes est accompagnée donc d'une réduction notable des coûts, où là on passe en dessous de la barre des 100 000 euros, donc en considérant un coût de réutilisation des terres fixé à 3 euros, donc la fameuse contrepartie financière demandée par le site receveur. Et donc, si on fait le même travail, ou cette fois-ci, on part de l'hypothèse que les études Hydrotex sont concluantes, donc on a réussi à identifier des sites receveurs compatibles aussi d'un point de vue hydrologique, alors ce taux de réutilisation des terres augmente donc à 59%, avec une valorisation de plus de 2000 mètres cubes des terres. Et donc là, ce qui est bien sûr corrélé avec une nouvelle baisse du coût, donc on passe à 84 800 euros pour le coût total d'évacuation.
Donc, si on finit par une petite synthèse comparative, donc entre le scénario 1 sans réutilisation, donc présenté par Julien, et les scénarios de réutilisation avec ou sans hydrotex. Donc, on part donc sur finalement un taux de réutilisation de plus de 80% des déblais inertes. Donc, ce qui est notamment donc en accord avec le plan régional de l'Île-de-France, qui est de valoriser 80% des déblais inertes à l'horizon 2025. Et si on effectue donc ce même travail au niveau du potentiel économique, alors là on peut voir qu'on a une réduction d'environ 10, entre 29 et 37% du coût total d'évacuation des déblais, si on regarde le coût total. Mais si on se concentre uniquement sur les déblais inertes, alors on parvient finalement à une réduction de plus de 80% du coût d'évacuation des déblais inertes. Donc voilà. Ouais, là, on va reprendre les questions. Donc, je pense que Julien pourra aussi éventuellement répondre. Avant de passer aux questions, là, je vous mets juste deux petits save the date. Qui concerne d'abord donc la mise en ligne des référentiels, donc les cartes et les valeurs sur le site Infoterre du BRGM, donc via leur visualiseur cartographique. Et donc cette mise en ligne est prévue pour fin mars, début avril. Et on a aussi donc un événement de clôture prévu donc le 15 avril, qui sera encore une fois un événement digital et gratuit, où là on va réunir autour de tables rondes différents experts de la gestion des terres, donc au niveau des régions de Normandie, de France, de l'ADEME, du BRGM, pour des maîtrises d'ouvrage, aménageurs aussi partenaires, pour discuter de valorisation des terres et des référentiels GeoBAPA. Voilà. Alors au niveau des questions. Alors, quel est le logiciel utilisé pour définir les zones polluées et ses filières ISDI ISDD? Excel. Bah là oui, c'est la comparaison de seuil. Là c'est vrai que là pour l'instant on n'est pas sur c'est quelque chose qui va être fait au sein de Soil Tracing avec une automatisation de cette recherche, de cette comparaison avec des seuils. Et l'intégration des analyses de labo dedans. Mais là, actuellement, oui, c'est un traitement classique, fichier Excel, comme on l'a fait dans le cas de cette étude de cas-là, c'est très classique. Bon, c'est un peu plus long parce qu'il y a plus de seuils, mais c'est possible. Alors, les ETM ont été regardés uniquement sur brut. Alors, dans le cadre de la valorisation, effectivement, de la démarche de niveau 1, on ne regarde que les ETM sur brut. Et on va se mettre à regarder les ETM sur LUA à partir du moment où on va avoir des dépassements de seuil dans la démarche de niveau 2, la démarche régionale. Mais effectivement, dans une première approche, on regarde que les métaux sur brut. Alors, la base de données sera-t-elle disponible en format WMS pour l'intégration de SIG? Alors ça, c'est une bonne question. Je vais poser, je reviendrai vers vous je vais en discuter avec mes partenaires pour savoir ce qui est possible. Comment a été appréhendée la prise en compte, la capacité de transfert des ETM, notamment par l'excitation en sein des matrices? Alors ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose dont j'en ai pas du tout parlé, mais c'est vrai que lors de la campagne d'échantillonnage GeoBAPA, on a analysé les ETM sur brut, mais on a aussi analysé tous les LUA. Et là, ça n'a pas été pris en compte actuellement dans le cadre de ce projet GeoBAPA-là, mais c'est vrai que l'objectif, c'est de pousser plus loin l'analyse en exploitant toutes ces données sur LUA acquis dans le cadre du projet et pour pouvoir essayer d'effectuer un travail d'analyse effectif aussi sur les LUA sur métaux. Actuellement, c'est pas encore pris en compte. Comment la compatibilité sur les usages a été examinée? Alors c'est issu du guide méthodologique du ministère de la Transition écologique et du BRGM. Donc ça a été c'est lié à des études sanitaires principalement. Où là c'est des seuils qui ont été déterminés pour garantir l'absence de risque d'un point de vue sanitaire.
Là, c'est pareil. Si vous avez d'autres questions, je pourrais vous renvoyer auprès de Samuel Coussy ou Noémie Dubrac qui pourront répondre à toutes vos questions aussi avec plaisir. Je leur transférerai vos questions plutôt. Alors, avez-vous un ordre d'idée du rayon par rapport à un site où la réutilisation est viable par rapport à une évacuation? Oui. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'on considère que de manière générale, ça c'est un autre avantage de la réutilisation, c'est que les sites receveurs devraient notamment déjà se situer à des distances moins éloignées par rapport au centre d'évacuation. Pas forcément en Île-de-France, parce que là, en Île-de-France, on a quand même une densité d'installations ISDI ou SDND assez importante. Mais par exemple, si on se situe en Normandie, là, on aura potentiellement des sites receveurs beaucoup plus proches que les installations de stockage. Et donc là, c'est vrai que dans les guides, par exemple, BRGM et Ministère de l'Environnement, on essaye de focuser, de trouver des sites qui se situent à moins de 30 km du site producteur pour aussi vraiment avoir un gain à la fois économique, mais aussi avoir un gain en termes d'impact dioxyde de carbone, impact CO2. Ce qui permet aussi, je me permets d'ajouter une cohérence du point de vue phylochimique, en effet. La limite de 30 km est une limite admise aussi d'échange interne à une même formation géologique, ce qui est quand même relativement important. Alors, la question suivante. Comment sélectionnez-vous les zones 7, 8, 11 et 14 comme référentiels? Pourquoi pas les autres? Alors ça, c'est lié au travail préliminaire que j'ai fait avant pour vous présenter l'étude. C'est qu'en fait, les autres zones ne sont pas compatibles avec les terres. C'est que du coup, les valeurs de fonds géochimiques sont trop faibles pour pouvoir réutiliser ces terres-là par rapport à leur contenu donc en éléments traces métalliques. Donc là, au final, les zones 7, 8, 11 et 14 sont les seules compatibles avec nos terres. Voilà. Après, déjà, j'ai trouvé le tableau déjà bien assez gros comme ça à vous montrer, donc je vous ai pas montré l'ensemble des zones. Pas de restriction d'usage liée au plomb. Alors ça, c'est justement cette discussion qu'on avait pas mal avec Julien sur comment, sur cette problématique du plomb, sachant qu'au niveau de GeoBAPA, il me semble qu'on est sur des, si je peux peut-être revenir sur la carte avec les seuils, comme ça on les aura tous. Là voilà. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du plomb, on est sur des valeurs, donc ce maximum à 180 mg par kilo. Et donc là, c'est vrai que donc ça, c'est les valeurs en plomb ont été particulièrement regardées dans le cadre du projet. Donc sachant que dans tout ce qui est donc consolidation, validation des données, on avait donc des réunions fréquentes avec des comités d'experts, des COTEC qui permettaient de discuter et valider ces zones. Donc là, les zones, les restrictions, on considère qu'avec des concentrations à 180 mg par kilo maximum en plomb, ça ne comporte pas de risque d'un point de vue sanitaire, sachant que de toute manière, on est sur des usages revêtus. C'est que ces terres-là ne peuvent pas être utilisées à même le sol, donc on supprime les voies d'exposition par inhalation directe. Et c'est vrai que moi, je fais une petite digression parce que Bérénice l'a dit, ça a engendré pas mal de discussions. En effet, aujourd'hui, l'INERIS, l'ADEME ont sorti des guides et des restrictions spécifiques par rapport au plomb, en effet, du fait du risque du saturnisme. Donc, on a un seuil de vigilance aujourd'hui qui, dans les sols, est admis à hauteur de 200 mg par kilogramme et un seuil de restriction à partir de 300 mg par kilogramme. Donc, on peut estimer qu'entre les deux, en effet, il y a des actions à avoir. Et c'est vrai que le retour d'expérience qui est intéressant d'avoir par rapport à cet intervalle, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, certaines normes de mise sur le marché de matériaux, je pense notamment à la terre végétale, prennent ce seuil de 180 mg par kilogramme comme valeur d'admissibilité. Donc, en effet, du point de vue sanitaire, ça peut poser des questions, c'est normal, notamment sur les phénomènes d'ingestion. Mais en l'occurrence, c'est raccord aussi par rapport aux normes de mise sur le marché de certains matériaux. Donc là, c'est plutôt une remarque. Je suis surpris pour qu'une maille, on conclue un remploi impossible sous bâtiment, mais possible en espace vert sous 30 cm de terre végétale. En matière d'exposition possible, ce n'est pas logique. Alors ça, il faudra remonter la question au niveau du BRGM.
sachant que là, cette restriction d'usage est liée au fait que cela, on a une restriction d'usage quand on a un dépassement des seuils des composés plutôt volatiles. Donc effectivement, donc les C10, C40, mais bon, c'était surtout au niveau des C5, C10 et des COHV. Et donc là, cette couverture végétale sous 30 cm permet de, faudrait que je revoie avec le DRGM, mais normalement, on n'a pas d'inhalation quand on a un tassement de 30 cm. On dit que sous bâtiment, il y a peut-être un risque sanitaire plus fort d'inhalation, enfin de vapeur et d'inhalation de gaz. Mais ça, je reviendrai vers vous avec plus d'éléments. Oui, la raison, alors encore une fois, ça mérite vérification. Olivier, une explication, en effet, ça peut être le coefficient de dilution dans l'air libre par rapport à un bâtiment qui est un espace clos et qui potentiellement, du coup, peut accumuler des concentrations en éléments volatiles. Peut-être ça, tout simplement. Alors, les zones unitaires représentent des surfaces importantes à partir d'un seul sondage. Comment la découverte d'anomalies fortuites pendant les travaux d'excavation vont être appréhendées? Alors ça, c'est toujours, en cas de découverte fortuite, c'est vrai que là, on part sur une chiffre où là, ces termes ne vont pas pouvoir être réutilisables sans analyse complémentaire. Ça, c'est la même méthodologie qui peut être suivie par rapport à la gestion des sites et sols pollués. Sachant que c'est vrai qu'au niveau du maillage, là, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que on peut s'appuyer aussi sur le guide DRGM de caractérisation des terres, où là, on a un maillage préconisé, donc dans le cadre de terrain naturel, on fait des mailles carrées de dimension, donc 20 mètres sur 30 mètres sur 30 mètres, pardon, alors que si on est en présence de remblais anthropiques, là, on va plutôt faire des mailles plus resserrées, donc des mailles carrées de dimension 20 mètres sur 20 mètres. Et là, j'avais vérifié quand même sur le site présent, et sur ce site présent, on respecte pas mal ce maillage-là, donc parce que là, les sondages sont tout de même assez représentatifs d'un point de vue du guide de caractérisation du BRGM. Alors, quel serait le coût d'une étude hydrotex qui peut réaliser cette étude? Alors là, donc c'est les bureaux d'études qui font les études hydrotex, sachant que l'outil il est gratuit, il est mis à disposition du BRGM, il est gratuit. Ils ont sorti un guide, une notice d'utilisation de cet outil-là. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir quand même quelques bases en hydrogéologie, mais à partir de là, il est libre d'accès. Alors ça, c'est plutôt une question pour vous, Julien. Comment a été décidée la superficie des mailles? J'ai peut-être un peu répondu. Oui. Ouais. Voilà, par rapport au guide en vigueur et l'idée d'avoir une représentativité suffisante du site avec en effet des tailles de mailles qui s'échelonnent, qui sont inférieures à 1000 mètres carrés en général. Et puis après, tout aussi des enjeux financiers pour le client par rapport à une enveloppe prévisionnelle de travaux. Alors, Richard Tassin. Ensuite, il s'agit d'une estimation uniquement analytique. Prenez-vous également en compte la compatibilité géotechnique? Alors non, justement, là, c'est vrai qu'on est sur la compatibilité chimique uniquement. Et c'est vrai que là, en plus de ça, donc une étude de géotechnique doit également être effectuée. C'est aussi pour ça que quand je parlais d'études géotechniques tout à l'heure pour vérifier la présence de remblais ou non, c'est quelque chose. C'est deux caractérisations complémentaires. Sachant qu'après, encore une autre perspective serait d'envisager la caractérisation cette fois-ci aussi agronomique des terres en rajoutant d'autres paramètres pour permettre une valorisation agricole sur toutes les zones dédiées. Ça, c'est des choses qui sont en cours d'élaboration aussi. Alors, dans votre étude, la maille S12, contaminée en plomb à hauteur de 170 ppm, peut être utilisée sans restriction d'usage, somme 11, il me semble. Ah oui, donc là, on a un peu répondu à cette question aussi. Oui, on a répondu. Là, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais passer. Comment pourra-t-on connaître les sites ayant besoin d'apports de terre excavée? Alors, donc là, ça va beaucoup. Après, moi, je peux parler de soil tracing. C'est vrai que dans le cadre de soil tracing, c'est vraiment nos prestations et de mettre en gros en relation donc les sites producteurs avec les sites receveurs. Donc, à partir du moment où le site, on a les données d'un site receveur potentiel et on a les données du site producteur, on fait cette étude de synergie, cette étude de compatibilité des seuils
pour vous permettre, le transfert des terres en assurant bien sûr toutes les étapes de traçabilité nécessaires. Donc après, c'est des outils comme ça qui peuvent être utilisés si on n'a pas connaissance effectivement des sites receveurs. Alors, réutilisation effective ou potentielle, bilan financier. Ah oui, donc là, c'est une bonne question. Là, je pense que de toute façon, là, les résultats viennent tout juste de sortir. Donc là, c'est qu'il nous manque un peu un premier retour d'expérience sur entre réutilisation potentielle et effective, quelle est la perte en gros qu'on va avoir, sachant que je pense qu'encore une fois j'en ai parlé en introduction, mais ce qui est beaucoup attendu, c'est vraiment cet arrêté de sortie de statut des déchets, et à partir du moment où cet arrêté va sortir, ça va largement mettre en place cette démarche de réutilisation, et là je pense qu'on aura plus de données à vous fournir pour voir ce qu'on peut effectivement réutiliser. Mais c'est vrai qu'un autre point qui est important, c'est qu'on connaît en général beaucoup les sites producteurs, on les identifie facilement. C'est pas forcément le cas des sites receveurs. On a du mal à les identifier. On pense qu'il y en a pas beaucoup. C'est pas forcément vrai. C'est juste qu'on les connaît moins bien, mais il y a beaucoup de sites receveurs qui sont juste en attente de déblai. Alors, pour les CHAP, ou encore peut-être quelques questions. Avez-vous également vérifié le respect du seuil du naphtalène? Oui. Oui, c'est vrai que là, dans le cadre des guides de valorisation, il y a un seuil spécifique en naphtalène, donc qui a été vérifié. Donc c'est vrai que si ce seuil-là n'est pas respecté, on passe sur des restrictions d'usage systématiquement. Ça, ce sont des seuils libératoires là, s'il n'y a pas de fonds pédologiques associés sur les substances volatiles. Oui, pourquoi le naphtalène? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est connu comme étant le HAP le plus volatile et présentant la VTR la plus restrictive. Ouais. Une telle étude est-elle prévue ou en cours sur d'autres régions? Alors là, actuellement, c'est que il y a déjà des fonds pédochimiques qui ont été faits donc pour la ville de Nantes, pour la ville de Toulouse, Lyon, c'est en cours de finalisation. Donc oui, là, on est plutôt à l'échelle de la métropole. Là, Géobapa, c'est pour l'instant le seul projet qui a été effectué à l'échelle de 2 régions. Mais oui, le but, c'est d'avoir un fonds pédochimique sur l'ensemble du territoire à terme. On est aussi en train d'étudier la possibilité de déterminer le fonds au niveau de la ville de Bordeaux aussi. Alors, idem sur la question de l'HAP, pour les HCT C10 C40 par C5 C16 plus volatiles. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'était une discussion que j'avais aussi avec Samuel Poussy, le fait d'intégrer les C10, C40 en imposant donc des seuils donc VSA, VSB, des seuils de réutilisation avec restriction d'usage, c'est parce que là, c'était pour prendre en compte la fraction volatile en fait des C10, C40. Donc là, c'est C10, C40, C5, C10 et COHV, naphthalène et benzène aussi. Il y a un seuil spécifique pour le benzène. Après, sur les C5, C16 en particulier, il n'y a pas de seuil restrictif. Ça fait partie de C10, C40 actuellement. Ah oui, donc Olivier avait réagi donc à notre réponse. Donc oui, j'entends, mais j'imagine plus une ventilation du vide sanitaire, oui, un positionnement sur 30 cm dans l'espace avec des sols possiblement accessibles. C'est vrai. Ça, c'est des choses, oui, qui peuvent être dont on va pouvoir discuter en collaboration avec le BRGF. Alors, pour déterminer les niveaux 1, 2 ou 3, à part les composés organiques persistants, les ETM et les substances organiques, quid des autres éventuelles pollutions? Oui. Sont-elles considérées comme non impactantes? Alors non, pas du tout. C'est vrai que là, c'est encore un rôle des bureaux d'études, c'est que là, les guides de valorisation BRGM définissent une liste minimale de substances à regarder. Et qu'à partir du moment où il a été identifié, donc lors des études donc historiques, lors des études, des campagnes d'investigation, lorsque d'autres substances polluantes ont été identifiées, alors ils doivent faire l'objet d'une étude de réutilisation. Ça, c'est en plus. Donc là, on n'a pas de seuil associé, mais là, c'est vraiment, on repart sur une étude classique effectuée en bureau d'études. Ouais, une étude au cas par cas de niveau 3, ça veut dire avec une évaluation quantitative des risques sanitaires systématique et spécifique aussi. Et enfin, donc la dernière question, comment sont traitées les incertitudes et la traçabilité de valorisation? Ah, donc oui, donc au niveau des incertitudes, donc là, encore une fois, au niveau des guides BRGM,
Donc là, on utilise des incertitudes laboratoires principalement, où là, on peut en gros faire varier les valeurs de pollution au niveau des éléments transmétalliques, des composés organiques persistants. On peut faire varier de 20% ces valeurs-là en fonction des incertitudes de labo. C'est actuellement donc les seules incertitudes qui sont prises en compte. Et donc la traçabilité de valorisation, donc là encore une fois, donc c'est par différents outils, sachant que là le but encore une fois c'est de maintenir donc d'avoir un suivi de traçabilité, donc avec un suivi via l'application Terrace qui est encore en cours de développement, où là tous les flux de terre devront être rentrés à terme dans Terrace, et il y a aussi donc un registre des terres excavées et des sédiments qui est actuellement en cours de création. Je ne sais pas si Dimitri, tu veux peut-être rajouter quelques aspects sur la traçabilité. Il y a un groupe de travail qui a déjà effectué 2 réunions. Il y en aura une autre au mois de mars, une autre au mois d'avril, pour construire les spécifications de l'interface, future interface Terrace portail et automatisée. Voilà. Une dernière question. Donc, comment la volatilité du mercure a été prise en compte? Alors oui, donc ça, c'est encore un autre point dont j'ai pas parlé, c'est que donc le mercure, c'est au même titre que le chrome, le chrome 6 surtout, c'est qu'à partir du moment où par contre on a des valeurs en mercure, en chrome qui sont détectées, donc au chrome 6 particulièrement, là on passe tout de suite déjà sur une approche de niveau 3. Ou si on a du mercure organique ou du chrome 6, les valeurs de fond pathogèniques ne s'appliquent plus. Et donc là, et je pense que voilà, donc là, après les questions relatives à la volatilité du mercure se posent quand on a des valeurs des valeurs assez importantes en mercure, sachant que là les valeurs de fond associées, je pense que donc l'étude qui a été faite, les retours d'experts et les études sanitaires ont démontré que il n'y avait pas de problème à la volatilité du mercure en respectant ces seuils-là. Il me semble, ça je pourrais vérifier aussi auprès de mes partenaires. Par rapport à une quantité de mercure totale, j'insiste aussi sur l'importance dans le cas des pollutions métalliques et en cas de problématique d'étudier la spéciation des métaux, les formes métalliques, pour voir si en effet les critères qui leur sont affectés, et notamment la volatilité du mercure, qui est une réalité pour certaines formes de mercure uniquement, est vérifiée ou pas. C'est vrai que ça permet de lever aussi rapidement certaines incertitudes par rapport à certains de ces paramètres. Voilà, donc là je pense qu'on arrive à la fin des questions. Donc de toute façon, donc là le replay va vous être envoyé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On peut répondre, on vous répondra à toutes avec plaisir. Pareil, si vous avez besoin de documentation, de plus d'informations, on est là pour ça. Donc je vous remercie pour votre participation. Je pense qu'il y a peut-être une dernière question. S'il existe une norme qui donne des valeurs plomb dans la terre végétale adossée à une unité, le métier SSP est preneur. Oui. Laissez Julien répondre à ça, oui. Oui, c'est la NFU 411 qui régit la mise sur le marché de la terre végétale, mais il en existe plein d'autres et j'invite en effet tous mes confrères du site et sol pollué à prendre connaissance de ces normes de mise sur le marché parce qu'en effet, elles présentent un grand intérêt. Elles permettent aussi de contextualiser les risques auxquels on est exposé chaque jour en dehors des évaluations du risque sanitaire qui doivent être elles aussi contextualisées le plus possible pour qu'on leur fasse des choses pragmatiques et cohérentes. Voilà, c'est tout pour nous. Donc là, oui, je vois la petite note. Si vous voulez nous contacter, donc voilà, ça c'est les différentes personnes donc ayant particulièrement contribué à la réussite de ce succès. Voilà, je les remercie d'ailleurs. Et donc je vais vous souhaiter donc une bonne journée. Et puis voilà, on se tient informé de la suite des choses. Merci à vous. Le prochain événement étant le 15 avril. Oui, le prochain événement le 15 avril, oui. Ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, là, vous êtes bien sûr les bienvenus à cet événement-là aussi. Voilà, merci aussi à Julien pour sa participation.
Avec plaisir. Bonne Merci. journée à tous et à Bonne toutes. journée. Merci.